Pour bien commencer, on va parler ce matin du karma. Pour les élèves de la formation de professeur, le karma, c'est une notion très très centrale. C'est comme le pilier qui tient tout l'édifice de la philosophie du yoga. Si on comprend cette notion de karma, tout prend son sens. Tout ce qui nous arrive dans la vie. Donc quelquefois on pense que ça n'a pas de sens, c'est injuste ce qui m'arrive, pourquoi les choses arrivent comme elles arrivent. Ça crée beaucoup de confusion, de doute, voire de colère. Si on comprend le karma, on voit les choses d'une autre façon. Ça ne veut pas dire que ça enlève les souffrances de la vie, mais si les choses prennent un sens, la souffrance aussi change, non? S'il arrive une chose et qu'on dit ça n'a pas de sens, c'est injuste, pourquoi ça m'arrive? On souffre beaucoup plus. Si on le voit dans une autre perspective, encore une fois, c'est pas que l'événement est différent, mais la perspective, la compréhension qu'on en a sont différentes. Et à ce moment-là, on peut l'accepter. Et si une chose est acceptée dans la vie, c'est comme elle est réintégrée dans mon expérience, dans le processus de mon évolution. Et à ce moment-là, c'est plus comme une épine, non, quelque part. C'est ok, peut-être c'était douloureux ce qui a pu arriver, mais voilà, je peux le réintégrer et continuer à vivre et même réaliser que c'est pas arrivé comme une malédiction, mais c'est arrivé comme aussi une force d'évolution. C'est la sagesse ultime du karma que de réaliser tout ce qui arrive de plaisant, de déplaisant, de très déplaisant. Tout ce qui arrive pour une cause et arrive ultimement pour que j'en apprenne quelque chose et donc ultimement qu'il y ait une expansion intérieure. Souvent on peut le voir qu'avec beaucoup de distance du temps. Surtout pour toutes les choses qui arrivent dans l'enfance où là on se dit là c'est vraiment injuste parce que qu'est-ce que peut faire un enfant? On ne peut pas vraiment prendre de perspective. Donc seulement toutes ces choses, ça peut souvent se guérir que beaucoup plus tard quand on est adulte et qu'on peut changer la perspective et finalement avec la distance, le temps, le réintégrer en soi, l'accepter et même être du coup grandi par cela. Pas facile, comme on le sait tous, non? Il y a des souffrances qui ont créé tellement de contractions si profondes dans le mental subconscient que ça prend beaucoup de temps pour se détendre et pour l'intégrer finalement et pour s'en servir comme finalement d'un tremplin pour évoluer. C'est beaucoup de temps, c'est un travail très, très individuel. Mais dans tous les cas, cette perspective du karma, ça aide à faire ce travail. Parce que sinon, le problème fondamental avec la vie, c'est qu'on tombe facilement dans cette attitude que je suis une victime. Et dès qu'on est dans cette attitude-là, on est très bloqué parce qu'on ne peut pas sortir de cette attitude. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire alors? On ne peut rien faire. On peut que toute sa vie être amer que les choses soient arrivées comme elles sont arrivées. Et la perspective est très bloquée. Donc le karma, ça permet pas de changer les événements du passé, mais en un sens, ça permet de changer les événements du passé. Dans la physique, on dit maintenant qu'à durée, on peut rétroagir sur le passé, ce qui me paraît étrange, hein, le passé est passé, comment est-ce qu'on pourrait rétroagir sur le passé? On peut rétroagir parce que le passé, il est toujours là à durer. Dans le mental subconscient, il n'y a pas vraiment cette distinction entre passé, présent, futur. Tout est là en même temps, passé, présent et futur.
Donc si vous agissez maintenant en changeant votre attitude par rapport à un événement du passé, en quelque sorte vous rétroagissez sur le passé et donc en quelque sorte vous changez le passé. Et les événements très déplaisants peuvent du coup vous affecter beaucoup moins, voire finalement ne plus vous affecter. Et donc ça crée une guérison. Donc, comment introduire cette notion de karma? Le mot karma, un mot sanskrit, comme tout le vocabulaire du yoga, signifie action. Une action, c'est quelque chose que l'on fait de toute évidence, mais ce n'est pas seulement une action que l'on fait avec son corps, quelque chose de visible, c'est aussi une action que l'on fait avec son mental. Si vous avez une pensée ou une émotion, ça génère vraiment une énergie, non? Ça génère un certain champ d'énergie dans ce champ énergétique justement que notre corps mental. Ça génère des vagues. On le sait que trop bien, hein, quand il y a une vague de colère, c'est très réel, hein, c'est très concret. C'est si concret que ça crée des réactions physiologiques puissantes chez nous et même les autres autour qui ne sont même pas concernés peut-être par la situation, mais les vagues sont si puissantes que les autres aussi sont touchés et affectés par ces vagues. Donc même si ça ne fait rien physiquement, le simple fait de penser une chose puissamment avec beaucoup d'émotion, ça engendre vraiment beaucoup d'action. Et la loi, ce qu'on appelle la loi du karma, c'est une loi qui s'énonce très simplement, c'est que toute action a une réaction qui va être très naturellement de même nature et de même intensité que l'action. C'est très logique, non? Une action est produite, il y a cet effet de boomerang et ça revient. À qui ça revient l'action? À l'agent de l'action, très logiquement, non? L'agent, vous lancez quelque chose, vous êtes l'agent d'une action, et ça vous revient à vous. Il n'y a pas d'erreur de propriétaire, que ça revient à la mauvaise personne. Parce que c'est une loi d'attraction. L'intention, c'est comme ça, quelque chose est projeté, et ça revient à cette source d'énergie qui est celui qui a lancé l'action. C'est très logique. Ce qui fait que ça paraît si simple, pourquoi c'est complexe à comprendre dans des situations réelles? C'est que le monde n'est pas linéaire. Nous, notre intellect pense de façon linéaire. Une action, une réaction. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que cela, parce que continuellement, on produit des actions qui continuellement ont des réactions. Et toutes les réactions ne viennent pas en même temps. Et une seule action peut avoir aussi des multiples facteurs causaux. Donc en fait, c'est très complexe. Il faudrait avoir un mental cosmique pour voir comme tout le puzzle en entier. Et comme notre mental, il n'est pas très cosmique pour le moment, il est plutôt très local. Donc, il voit un petit morceau du puzzle et il ne comprend pas très bien comment tout ça arrive. D'où sa conclusion hâtive, il y a une erreur cosmique à mon sujet. Sauf si les choses vont bien, on pense qu'il n'y a pas d'erreur. Et si les choses vont moins bien, il y a une erreur. Tu dis, c'est pas normal, pourquoi cela arrive? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas moi aussi, non? Donc, on n'a pas cette vision et donc on pense qu'il y a une injustice, les choses. Si moi j'étais responsable de l'univers, j'aurais fait différemment. Je ne sais pas trop ce qu'on aurait fait là, mais. Donc c'est pour ça que c'est complexe le karma. Parce qu'il y a
non seulement pour nous beaucoup de complexité, mais en plus, nous, on n'est pas juste une petite entité isolée dans l'univers. On appartient à quelque chose de plus grand. Vous appartenez par exemple à une famille, non? Après ça, votre famille, elle appartient à une communauté, qui appartient à un pays, qui appartient à une planète, qui appartient à un système solaire, qui appartient à une galaxie. Il y a des karmas à tous ces différents niveaux. Vous êtes aussi influencé en ce moment même par ce qui se passe dans le soleil, oui ou non? En ce moment, on est très influencé parce que le soleil, il est très actif. Il est toujours très actif. En ce moment, pour ses propres raisons karmiques, il est encore plus actif d'envoyer énormément d'énergie. Et donc, on reçoit toute cette énergie en ce moment et on est très impacté aussi. Parce que la quantité d'énergie dont on parle, le soleil, la taille du soleil, c'est considérable. Donc, c'est aussi un karma qui est là. Plus il y a un karma, encore une fois, plus grand, sa famille, son pays, toute la planète. Donc, on est affecté à tous ces différents niveaux. Quelquefois, il ne faut pas prendre les choses trop individuellement non plus, parce qu'il y a tous ces autres niveaux de karma qui sont là aussi. Donc, comment comprendre tout cela? Il faudrait un super ordinateur, l'intelligence artificielle, pour mettre tout cela ensemble. Ultimement, on a cette capacité, mais on s'est beaucoup réduit dans sa capacité en s'identifiant avec l'intellect qui est linéaire, donc qui ne voit pas les choses dans leur simultanéité. Et donc, on ne comprend pas pourquoi les choses arrivent. Sauf quelquefois, il y a des causalités simples. Par exemple, une causalité simple, vous mangez 2 plaquettes de chocolat et après vous avez mal au ventre. Là, on se dit pas pourquoi j'ai mal au ventre quand même, c'est injuste. On se dit non, là, il y a une causalité assez directe, j'ai mangé ça et voilà, maintenant je ne me sens pas bien. Ou bien quelquefois on a une pensée négative envers quelqu'un, un peu de colère, et en même temps qu'on pense cela, on se donne un coup, avec le genou contre la porte. On se dit, tiens, peut-être qu'il y a un rapport entre ce que je viens de penser et cet acte maladroit. Une pensée comme ça, pas trop harmonieuse, ça fait que mon corps se comporte aussi de la même façon. Ce qui voudrait dire s'il y a beaucoup de pensées pas harmonieuses dans mon mental, ultimement, qu'est-ce que ça fait à mes cellules? Ultimement, quel impact ça a sur ma santé? Donc là, ça commence à me faire réfléchir plus que toutes mes pensées, à dire vrai, même si elles sont petites et éphémères, elles ont un impact sur ma santé et donc sur ma vie, ultimement. Ce ne sont pas juste des choses neutres, ce sont des énergies qui ont donc des conséquences. Donc ça nous fait réfléchir au fait que notre vie, elle ne se décide pas dans les étoiles, elle se décide dans l'intimité de notre mental, moment après moment. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a aussi un passé, non? Et pour vraiment comprendre le karma, il faut réaliser que notre passé, il n'a pas commencé avec notre naissance, ou avec notre conception, disons. Il y avait un passé aussi avant cela. Quand un bébé naît, c'est l'image même de l'innocence, non? De la pureté, complètement frais, là, il arrive juste dans ce monde. Mais à dire vrai, il y a aussi là beaucoup de graines qui sont à l'intérieur de ce petit être qui semble totalement innocent, qui est en un sens totalement innocent, mais en même temps, quand cet être grandit, vous voyez une personnalité qui se manifeste rapidement, déjà des habitudes, des choses que l'enfant aime, qu'il n'aime pas. S'il y a plusieurs enfants dans la famille, ils sont tellement différents. Et on voit qu'ils viennent avec une personnalité. D'où vient cette personnalité? Bien sûr, il y a aussi l'impact des gènes, c'est-à-dire qu'on hérite aussi, pas seulement de son passé propre, mais vous héritez aussi du passé de
toute cette lignée dans laquelle vous incarnez, vos parents, vos grands-parents, et ainsi de suite. On hérite aussi de cela. Imaginez quand on arrive là, il y a beaucoup de choses qui sont là, bien tranquillement pliées dans une petite boîte, mais qui vont se déplier au cours de cette vie. Donc on prend aussi tout cela. Ça peut paraître un petit peu, on arrive déjà avec tellement de choses, non? C'est vrai, mais en même temps il y a tout ce karma qui est là du passé, et qui vient d'où? Qui vient du fait qu'on ne vient pas ici pour la première fois. On est déjà venu une multitude de fois, d'après la philosophie du yoga, on parle de centaines de milliers d'incarnations précédentes, pas seulement dans des naissances humaines, mais aussi dans des naissances animales, voire végétales, voire même minérales, qu'on doit expérimenter, améliorer de multiples possibilités de vie pour intégrer tout cela dans notre histoire personnelle. On doit intégrer tout l'univers en quelque sorte, pour arriver finalement à une expérience justement de tout l'univers, d'unité, qui est l'expérience du yoga. Yoga, non? Ça veut dire cette universalité où tout est intégré en nous, plus rien n'est rejeté comme étant pas nous. Tout est accepté ultimement comme étant nous. Ça demande beaucoup d'expansion mentale pour ne rien rejeter, non? Et pour ça, il faut avoir développé beaucoup d'expériences, de possibilités de vie. Comment est-ce qu'on développe de la compassion pour quelqu'un? Si on peut se mettre à sa place, non. Sinon, c'est pas possible, on voit que notre perspective. Donc la vie, elle va nous obliger à prendre plein de perspectives différentes. Quelquefois des perspectives de quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, de puissance, et d'autres fois une perspective de quelqu'un au contraire dans une situation inverse. Donc on doit avoir toutes ces perspectives pour pouvoir les intégrer et devenir une personne universelle. Un yogi, c'est une personne, forcément, mais c'est une personne universelle. Ça paraît paradoxal, soit on est une personne, soit on est universel. Mais non, on peut être une personne universelle. Si vous regardez ces sages sur les Shivananda, vous voyez combien l'énergie qui émane de cette personne, hein. Même à travers sa photo, on peut s'en rendre compte, quelque chose de très universel, hein. Au-delà même de la culture dans laquelle il est né. Donc c'est pas un petit travail pour arriver là, mais ça aide énormément d'intégrer, encore une fois, cette notion du karma, et de ne pas mal la comprendre. Souvent, c'est compris de manière superficielle, et on croit que ça veut dire destinée, fatalité. Voilà, c'est mon karma. Comme s'il n'y avait rien qu'on puisse faire. Toute l'idée du karma, au contraire, c'est une chose très dynamique, et que le pouvoir de transformation est dans nos mains, parce que ce qu'il y a de plus important, c'est le présent. Et c'est dans le présent qu'on agit. Et donc, selon comment on agit, ça détermine toute notre vie. Donc, on a cette capacité de prendre des décisions, d'agir et de pouvoir ainsi changer le passé. Pas changer les événements qui se sont produits, mais changer comment est-ce que maintenant on les intègre, on les perçoit, et qu'on n'est pas du coup arrêté ou bloqué par eux. Donc l'idée du karma, c'est de prendre la pleine responsabilité de soi. Et en faisant cela, on fait ce qu'un être humain peut faire de mieux, prendre la pleine responsabilité, de ne pas se mettre dans une situation passive où on la donne aux autres, la responsabilité. C'est de la faute de quelqu'un d'autre. Bien sûr, de qui ça va être la faute, on va dire forcément des personnes qui m'ont amené ici. Et on se croit, on dit, moi j'ai pas demandé à être amené ici. Ah, c'est vrai, si. On a demandé à être amené ici, c'est-à-dire on vient ici pour apprendre davantage, et donc on choisit, on est comme obligé, c'est un processus universel d'apprentissage, donc on vient pour apprendre,
Et donc on décide de venir. Et qu'est-ce qui fait qu'on vient dans telle circonstance? Parce que d'une façon ou d'une autre, il y a une sorte d'attraction énergétique entre les personnes avec qui on s'incarne, un lieu, un certain temps, et ce que nous, on doit apprendre dans cette existence en particulier. Donc c'est comme ça qu'on s'incarne dans un endroit particulier. Il y a beaucoup de possibilités, pourquoi on choisit cet endroit plutôt qu'un autre. C'est là tout à fait un choix, on se dit oh, ça a l'air bien, je vais m'incarner ici. C'est pas vraiment comme ça, c'est plus une chose énergétique, ça correspond à quelque chose là, où je vais pouvoir apprendre et donc grandir. Et donc c'est pas forcément des circonstances faciles, parce qu'on n'apprend pas forcément le plus dans des circonstances que nous on pourrait juger comme faciles. Donc prendre la pleine responsabilité, ça veut dire réaliser maintenant que j'ai un libre arbitre et je peux prendre des décisions. Et je veux développer comme ce muscle de prendre des décisions. Sur le Shivananda invité tout le monde à agir avec beaucoup de dynamisme. Souvent, il terminait ses lettres à ses élèves en disant « Become a dynamic yogi ». Devenez un yogi dynamique. C'est quoi un yogi dynamique? Il saute sur place tellement il a d'énergie, non? Donc, un yogi dynamique, c'est cette perspective que j'ai la responsabilité de ma vie et donc je prends des décisions, je prends cette meilleure décision qui soit, je veux m'élever moi-même et ne pas m'abaisser moi-même. C'est un résumé de la Bhagavad Gita. Je veux m'élever moi-même et ne pas m'abaisser moi-même. Si on comprend cela, on comprend tout le yoga. Et on va souvent faire l'inverse de s'abaisser soi-même à cause de programmations subconscientes. Tout l'idée du yoga, c'est de voir ces programmations subconscientes et de les contrecarrer avec une attitude positive, consciente. Je m'élève moi-même, je fais confiance à la vie et je m'élève. Parce que tout être humain est béni. Pourquoi il est béni? Parce qu'il vient d'une source divine. Même si dans le mental, après, il faut se développer beaucoup de choses qui ne nous paraissent pas bénies du tout et pas positives du tout, malgré tout, la source est bénie. Et donc, tout le monde a pour destin d'atteindre cette pureté complète, cette réalisation. Sur le chemin, on va rencontrer tous ces propres obstacles personnels, mais qui ne sont pas vraiment personnels, qui sont le processus d'évolution. On prend les choses d'une manière très personnelle. J'ai des problèmes personnels, j'ai tous ces défauts. Ce n'est pas vraiment des défauts personnels, c'est encore une fois le processus d'expansion. Pour grandir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lâcher une chose plus petite pour une chose plus grande. Le problème du mental, c'est qu'il a tendance à s'identifier avec son contenu. Donc s'il est habitué à une chose petite et que vous lui dites « Ok, maintenant on va essayer une chose plus grande », il va dire « Non, non, moi je suis habitué à cela ». C'est là que le problème, l'attachement du mental à son état. On peut même être attaché à sa dépression, non? On se dit « Non, non, moi je veux tout sauf rester dans ma dépression ». Mais à dire vrai, il y a un attachement à l'état dans lequel on est dans le présent. On peut même être attaché à sa colère, à son ressentiment. D'un côté, on veut en sortir, et d'un autre côté, on reste dedans. Donc c'est ça qu'on doit voir et conscientiser et réaliser. On peut grandir, mais il faut se faire confiance que c'est possible, et que c'est non seulement possible et souhaitable, mais que c'est le mouvement même de l'univers, ce mouvement d'évolution. Donc notre karma yoga, c'est l'attitude de karma yoga dans la vie, ça ne veut pas dire passer l'aspirateur. Ça veut dire, ça fait partie du karma yoga aussi, hein. Mais ça veut dire avoir cette attitude, voilà, je veux apprendre. Pourquoi est-ce qu'on vient à l'ashram? On fait le petit ici, maintenant on fait la sadhana intensive, après on va faire ceci. Parce qu'on veut apprendre plus. C'est une bonne idée, on veut apprendre plus.
Pas apprendre plus, mettre plus d'informations dans sa tête, mais comprendre plus, avoir une vision plus vaste. Et quand il y a une vision plus vaste, quelque chose, ça pèse, parce que moi, je suis la victime de rien. Je suis juste dans un processus d'apprentissage, donc ça devient beaucoup plus calme à l'intérieur. Du coup, il y a plus d'énergie, du coup, il y a plus de joie. Et toute la vie va dans une autre direction, beaucoup plus positive. Donc, juste pour conclure, on va continuer demain sur ce sujet après. On va lire juste une petite phrase dans le Félicité divine sur le karma. Il nous dit sur Shivananda, le karma signifie action. Toute action physique ou mentale est karma. Donc une pensée, il dit, c'est aussi un karma, dans le sens où ça aura une réaction. Et la réaction sera de la même nature que l'action. Ce qui est très logique, on ne peut pas entretenir dans son mental, par exemple, une émotion telle que le ressentiment. De la colère refroidie, non? Du ressentiment. Et ça peut rester là continuellement en arrière-plan de mon mental et ça va influencer toutes mes actions, ce ressentiment. Peut-être que je ne me rends même pas compte parce que c'est si habituel, mais ça influence toutes mes actions. Il y a un peu d'amertume dans tout ce que je fais et tout ce que je dis du coup. Si les actions sont faites avec cette énergie, forcément que ce qui va nous revenir du monde, c'est la même chose. La même chose. On ne peut pas, tout le monde veut attirer de l'amour, mais il faut que le point de départ d'attraction, à savoir nos intentions, elles portent ça. Si elles ne portent pas ça, il n'y a aucune façon qu'elles puissent attirer cela. Elles vont attirer la même chose. Donc c'est pour ça que c'est tellement important de voir quel est mon état émotionnel maintenant. Pas juste les pensées intellectuelles, mais quel est mon état émotionnel, parce que c'est le point d'attraction. Le karma ne signifie pas seulement action, mais aussi résultat d'une action. Donc l'action et le résultat de l'action, tout ça c'est le karma. En ce sens, l'action n'est pas un phénomène isolé, mais c'est un mouvement, donc c'est un passé, c'est un futur, c'est pas juste un point sur une ligne, c'est la cause, l'action elle-même, la conséquence, tout ça c'est l'action. Ça s'appelle donc la loi du karma ou la loi de la causalité. Où il y a une cause, il doit se produire un effet. Une cause ne peut pas rester sans effet. La graine est la cause de l'arbre, qui en est l'effet. Le suivant dit « Aucun maillon de cette chaîne n'est superflu. Le monde fonctionne d'après cette loi vitale. C'est une loi immuable. Elle opère partout sur les niveaux physiques et mentaux. Aucun phénomène ne peut échapper à l'action de cette loi toute puissante. Il n'y a pas d'action qui resteront sans réaction. Il n'y a pas d'erreur dans cet ordinateur cosmique, on peut dire où les actions disparaissent quelque part. Tout vient sur une sorte de compte personnel très très efficace, où tout est inscrit. Tout ce qui est de positif est inscrit, tout ce qui est de moins positif est aussi inscrit. Et notre vie est le résultat de cela. Donc demain, on parlera de la dynamique du karma et comment c'est important de se concentrer dans le présent pour amener des transformations positives dans notre vie. Si on souhaite qu'il y ait des transformations positives, c'est possible, mais il faut savoir où mettre son énergie. Mettre son énergie maintenant dans cette puissance d'action. Et le yoga, ça consiste à accroître sa puissance d'action. Les sages, ils font tellement dans leur vie, on se dit comment ils ont une telle puissance d'action. Parce qu'ils ont récupéré toute leur énergie du passé, là, ils l'ont ramenée dans le présent. Et du coup, ils ont une incroyable puissance d'action. Kriya Shakti en sanskrit.
Et ils peuvent transformer tellement de personnes par cette puissance d'action. Mais tout le monde potentiellement a cette incroyable puissance d'action si on sait où se concentrer maintenant, ne pas perdre et gaspiller cette puissance d'action. Donc on parlera de ça demain, comment développer cette puissance d'action.